conférence sur le bien manger. Bien manger pour sa santé, bien manger pour la planète, mais aussi bien manger pour tous. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on reçoit, on va dire, le gratin des experts de l'alimentation. Alors d'abord, je vous présente Maxime Michaud, qui est situé juste à côté, qui est responsable de l'équipe de recherche en sciences sociales à l'Institut Paul Bocuse. Et vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en anthropologie et sociologie. On verra en quoi c'est important. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Monsieur Michaud? Vous avez déjà presque tout dit. Donc, comme vous l'avez dit, je suis anthropologue de formation et au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, je m'occupe d'essayer de comprendre le rôle des facteurs sociaux et culturels dans les transitions alimentaires, dans les changements de nos façons de manger, comment ils peuvent être des leviers, comment ils peuvent être des freins, comment on peut aussi les respecter et les utiliser, comment valoriser les patrimoines locaux tout en promouvant une alimentation durable. Voilà, pour le dire assez vite. Très bien, merci. Vous êtes accompagné aujourd'hui par Éric Vivier, qui est coordinateur du groupe des épiceries sociales et solidaires, GESRA, à l'Université Lumière Lyon 2. Bonsoir Monsieur Vivier, est-ce que vous pouvez, pareil, en quelques mots, nous expliquer vos missions? Bonjour, donc, je suis Éric Vivier, je suis coordinateur du GESRA, qui est le groupement régional des épiceries sociales et solidaires en Auvergne-Rhône-Alpes, qui existe depuis 2004 et qui s'est donné pour mission, depuis l'origine, de favoriser une alimentation de qualité pour tous. Très bien, merci. Vous nous en expliquerez un peu plus les tenants et aboutissants juste après. Et enfin, à mes côtés, nous avons Tasnim Akbarali, qui est chargé de recherche épidémiologiste à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, au sein du Centre de recherche en épidémiologie des santé des populations. C'est le fameux CSP. C'est difficile à dire, mais j'y suis arrivé. Vous êtes donc chargé de tout ça. Vous occupez également un poste d'honorary senior researcher à l'Université College London au Royaume-Uni. Depuis 15 ans, vous menez des travaux de recherche visant à identifier le rôle joué par l'alimentation et les facteurs nutritionnels dans les trajectoires de vieillissement et les troubles neuropsychiatriques. Jusque-là, tout est bon. Parfait. On fait un petit check. Vous êtes biochimiste de formation à l'université Pierre et Marie Curie et vous avez poursuivi votre carrière en santé publique et en épidémiologie par un doctorat. Vous avez réalisé d'ailleurs plusieurs post-doctorats et particulièrement au Royaume-Uni et vous êtes spécialisé dans l'épidémiologie nutritionnelle et en endocrinologie. Vous êtes auteur de plus de 100 publications dans des revues internationales d'excellence et de communication, dans des congrès scientifiques internationaux, et votre travail a permis notamment la mise en évidence du rôle joué par l'alimentation dans la prévention des troubles dépressifs et une meilleure compréhension des relations entre comportement alimentaire et risque de démence. C'est très pointu. Vous êtes reconnu internationalement et vous avez intégré le comité scientifique de l'International Society for Nutritional Psychiatry Research. Pardonnez mon accent anglais, je suis vraiment navré. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait compris votre travail. Et enfin, vos travaux actuels portent sur les mécanismes impliqués dans les relations entre alimentation et neurofonctionnement. Bonjour. Bonjour. Après cette introduction globale. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, je vais commencer moi aussi par des remerciements. Des remerciements chaleureux aux organisateurs de la conférence Good pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, on va effectivement commencer donc cette conférence. L'idée, c'est qu'effectivement, on ait un tour de parole, qu'on puisse aborder cette thématique bien manger pour notre santé, pour la planète et pour tous. Et donc, effectivement, compte tenu de la présentation, vous devinez que je vais aborder cette thématique du bien manger pour notre santé avec l'angle de l'épidémiologie et de l'épidémiologie nutritionnelle qui n'est pas toujours bien connue du grand public. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de l'aborder de cette façon. Donc, j'ai fait un petit diaporama. Voilà, vous avez fait un diaporama. Voilà. Ça me laisse le temps, pendant que vous le lancez, d'expliquer les différents temps. Vous parlerez justement de ce côté épidémiologiste. Puis après, on aura M. Michaud et M. Vivier qui nous éclaireront. Et bien évidemment, on garde à la fin de cette conférence 15 minutes de questions-réponses parce que
vous avez souvent des questions qui sont pertinentes et nos experts autour de la table pourront vous apporter un éclairage nécessaire. Donc on va suivre le déroulé et puis après on revient vers vous, cher public, nombreux cet après-midi, pour répondre à toutes vos questions. C'est à vous. Alors je vais essayer de lire les diaporamas, je les vois un peu de loin. Ah voilà, là c'est vraiment mieux. Merci beaucoup. Donc effectivement, les liens entre apport alimentaire spécifique et puis maladie, eh bien, proviennent de nombreuses observations et l'épidémiologie nutritionnelle, c'est effectivement la thématique qui vise à comprendre ces différentes associations. Et cette spécialité d'épidémiologie nutritionnelle, elle repose sur une base scientifique qui consiste à observer et puis ensuite à analyser de façon minutieuse et rigoureuse ce que l'on observe. Alors, ces liens entre alimentation et puis maladie, elles ont été décrites dans la littérature depuis extrêmement longtemps. Je voulais vous donner ici un petit exemple. Au XVIIIe siècle, un des premiers essais randomisés a été mené par James Lind, qui en fait a embarqué sur un bateau et a appliqué une méthodologie qui est un gold standard en épidémiologie, où il a séparé les marins en plusieurs groupes. Il a testé sur chacun des groupes, donc sur chacun des bras, des traitements. Donc sur un bras, il a utilisé du citron, sur l'autre, d'autres remèdes qui étaient supposés de l'époque, et il a pu montrer que le citron permettait aux marins d'éviter cette maladie. Et ça a été comme ça, voilà, des découvertes qui mêlent un peu empirisme et puis aussi une démarche stochastique. Et donc, depuis ce XVIIIe siècle, XIXe siècle, on a assisté à de nombreuses découvertes que j'en ai listé certaines ici, la vitamine B1 pour le beriberi, vitamine C pour le scorbut, on en a parlé, voilà. Alors, des connaissances qui donc ont permis d'éradiquer des pathologies via la mise en place de campagnes de supplémentation ciblées et puis production d'aliments fortifiés. C'est par exemple le cas en Grande-Bretagne, où pour éviter la malformation du tube neural des nouveau-nés, ils ont supplémenté les céréales par de l'acide folique. Et donc cela a amené à conduire en fait une recherche focalisée essentiellement sur des nutriments ou des aliments spécifiques, soit pour lutter contre des maladies, soit pour prévenir leur survenue. Alors, depuis le milieu du XXe siècle, depuis les années 50, on a assisté un peu partout dans le monde, mais surtout dans le monde occidental, à un changement majeur des moyens de production, et puis s'en est suivi un changement majeur dans nos habitudes de consommation. Alors, pour une grande partie, il s'agit d'amélioration de rendement, des cultures, de pratiques de production qui ont très clairement eu des effets très positifs, puisqu'on a assisté à des diminutions de famine, et d'amélioration de l'espérance de vie, une diminution de la mortalité infantile qui est indéniable, mais qui peut être contrebalancée par des habitudes de consommation qui, aujourd'hui, on le voit, favorise une augmentation de la consommation de produits extrêmement raffinés, ultra transformés, et une augmentation de la consommation de produits d'origine animale. Alors, qu'en est-il finalement d'un point de vue très global de l'impact de ces changements et de la situation aujourd'hui entre alimentation et santé? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, je ne sais pas si je peux avoir la diapo en grand, si c'est possible, parce que je n'arrive pas à voir les chiffres, mais globalement, merci beaucoup. Donc d'un côté, si vous voulez, on a deux choses très opposées. On a d'un côté une partie de la population mondiale qui souffre de sous-nutrition, de malnutrition. Et là, suite aux guerres et à l'épidémie, on a pour la 6e année consécutive, malheureusement, une augmentation de la population mondiale qui souffre de malnutrition, 828 millions, dont plus de 40 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition avec la forme la plus sévère, c'est-à-dire
une forme qui fait que leur risque de décès multiplié par 12 au stade enfant, et plus de 150 millions d'enfants qui, eux, vont souffrir à cause de la malnutrition, de retard de croissance et de retard de développement extrêmement important. Donc une situation en termes de sous-nutrition, de malnutrition qui est quand même grave, et on est encore très loin des objectifs qui avaient été annoncés en 2015 pour lutter contre la faim d'une cible de 0% de population qui souffrirait de la faim d'ici 2030. On voit qu'on en est malheureusement encore très loin. Mais avec ces changements de comportement alimentaire et d'habitude de vie, ce qu'on observe également, c'est que les maladies associées à cette, on va l'appeler comme ça, cette malbouffe, elle amène 2 milliards d'adultes à être en surpoids et en obésité, et donc à être à risque de maladies cardiovasculaires importantes. La prévalence du diabète a doublé. Elle a doublé en 30 ans. Donc, ça montre également l'effet délétère de ces changements d'habitudes alimentaires qu'on a pu observer. Et effectivement, ce que j'avais écrit là, c'est qu'effectivement, le risque attribuable, parce que souvent on se dit oui, il y a beaucoup de personnes obèses, en surpoids. Là où il faut être très très clair, c'est que l'alimentation n'est pas un petit facteur sur lequel on peut jouer pour améliorer la santé des gens. C'est un gros facteur. Le risque attribuable à l'alimentation pour diminuer la morbidité et la mortalité, elle dépasse les autres facteurs, à savoir tabac, rapports sexuels non protégés, utilisation de drogue et consommation d'alcool. C'est-à-dire que l'alimentation à elle seule dépasse le risque attribuable à l'alimentation sur la mortalité dépasse ces risques cumulés de ces autres expositions à des comportements de vie. Alors, à part la crise Covid, mais jusqu'à la crise Covid, l'étude des pathologies depuis 1950, elle s'est essentiellement concentrée bien sur les pathologies qu'on appelle multifactorielles, les pathologies chroniques, celles qu'on observe quand l'espérance de vie des populations augmente, à savoir les maladies chroniques, donc maladies cardiovasculaires, maladies cardiométaboliques, cancer. Et on a une littérature extrêmement abondante sur finalement l'étude entre un aliment ou un nutriment et puis la survenue de ces pathologies. Une littérature qui est très abondante parce qu'elle a étudié énormément d'aliments, énormément de nutriments, abondante également parce qu'elles ont été réalisées dans différentes populations à travers le monde, avec des cultures différentes, donc une alimentation différente, dans différents groupes d'âge également, et puis chez les hommes, chez les femmes. Voilà. Donc beaucoup d'études très diverses. Et cette littérature, ce qu'on constate, c'est que globalement, elle aboutit à des résultats qui sont parfois discordants. Donc c'est extrêmement compliqué de statuer sur le rôle protecteur de tel aliment ou de tel autre, parce qu'effectivement, tout dépend un peu de la méthodologie, mais également du fait qu'on est ici sur des pathologies chroniques, donc multifactorielles, avec des facteurs génétiques, des facteurs socio-économiques, des facteurs environnementaux, des facteurs liés aux habitudes de vie, et puis parfois des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire des facteurs génétiques qui vont rentrer en interaction avec l'environnement et qui vont encore aboutir à d'autres observations. Et puis, là où c'est un peu plus compliqué aussi, c'est qu'on a des temps de latence qui sont très longs. Donc, vous imaginez bien qu'en épidémiologie nutritionnelle, on ne va pas faire un groupe pizza et un groupe légumes, on ne va pas suivre les gens pendant 30 ans pour voir si ça marche. Et cette complexité des pathologies multifactorielles avec des temps de latence très longs explique le fait que même si on a un effet bénéfique d'un nutriment, le nombre de facteurs est tellement important qu'on ne va pas pouvoir statistiquement l'isoler. Et puis, donc c'est là où on fait appel à des épidémiologistes pour essayer de démêler la complexité et de comprendre comment ces facteurs sont associés
en prenant en compte le statut socio-économique qui évidemment va modifier ou peut interagir sur les comportements alimentaires, etc. etc. Et parce que ni vous ni moi ne mangeons des aliments ou que des nutriments, hein, on mange des repas avec leur complexité, c'est-à-dire leur complexité en termes de nutriments qui vont interagir les uns avec les autres, soit de manière synergique, soit de manière antagoniste, eh bien, on va ici essayer d'aborder comment on peut faire pour surpasser cette approche nutriments-aliments spécifiques et s'intéresser à l'estimation et à l'impact que peut avoir l'alimentation dans son entier sur ces pathologies. Alors simplement une petite pause, c'était pour ceux qui n'étaient pas on va dire anglo-saxons, et Bien comme sûr. vous avez ri quand tout à l'heure j'ai prononcé les Non, mots anglais, ce serait pas là permis. il était simplement traduit, restons calmes et appelons un épidémiologiste, hein, Oui, globalement. oui, Hein. oui, oui, keep C'était calm. Oui, oui. pour resituer Oui, le oui, oui, contexte tout à fait. et mettre le sous-titre. De mettre le sous-titre. Voilà. Oui, pardonnez-moi, Excusez-moi je pour l'ai cette pas fait. coupure. Ben non, je vous en prie. Et donc, du coup, alors, depuis les années 1990, on a tout un champ dans l'épidémiologie nutritionnelle qui consiste, avec des modélisations plus ou moins simples, à estimer non pas un aliment, un nutriment, mais l'impact des habitudes alimentaires et de l'alimentation prise entre guillemets dans son entier. Et cela aboutit à élaborer les recommandations que vous pouvez voir et que vous pouvez entendre chez votre médecin généraliste. Des recommandations alimentaires. Alors je vais vous citer le Alternative Healthy Eating Index, donc l'index alimentaire d'alimentation saine, alternative, parce qu'il y en a eu avant, et bon, il faut bien trouver des nouveaux noms. Donc c'est pas du tout moi hein, qui les ai nommés, c'est des chercheurs qui les ont publiés, américains, et qui montrent, qui essayent en fait de faire des scores qui permettent, aux médecins ou à tout à chacun de se dire, ben voilà, si je consomme tant de portions de tel aliment, ben j'ai 1 point, et puis si j'en consomme moins, j'ai 0,5 points, et ça permet voilà, de quantifier la qualité de l'alimentation des personnes dans des énormes cohortes de 10 000, 20 000, 100 000, où évidemment on ne va pas avoir un diététicien derrière chaque personne. Et donc, on a plusieurs indices alimentaires et je vous ai mis le Eat Lancet Diet Index. Donc, le Lancet, c'est un des journaux scientifiques de très grande qualité. Et ils ont publié donc, cet indice alimentaire, le Eat Lancet. Vous avez en vert donc, ce qui est plutôt conseillé ou sont recommandés de consommer ce type d'aliments au profit de ceux qui sont en orange et en rouge. Donc, globalement, ce sont des indices qui montrent que des régimes alimentaires riches en fruits, en légumes, en légumineuses, c'est-à-dire privilégier les légumineuses en termes d'apport protéique plutôt que des viandes rouges ou des charcuteries ou ce qu'on appelle les processed meat, donc les viandes qui ont subi un process industriel, c'est mieux. Bon, voilà. Donc, privilégier les oméga 3, privilégier les céréales complètes, et puis éviter les acides gras trans, tous les produits riches en acides gras trans, en sucre, modérer l'alcool. Voilà. Donc, vous avez ces recommandations qui sont là. Et l'intérêt de ces recommandations, c'est que, et du dernier papier, là, du Eat Lancet, c'est qu'il montre que l'adoption de des recommandations permettrait d'éviter plus de 10 millions de décès par an. Donc c'est considérable. C'est 20% des décès qu'on pourrait éviter chaque année. Je suis très embêté, je suis situé dans la zone rouge pour la plupart. Ouais, pour la plupart, mais peut-être un petit peu de vert. Donc voilà, alors c'était pour vous donner une petite illustration de comment ça se passe et comment on avance dans la science et dans les relations entre aliments, alimentation dans son entier, et puis santé. Alors, une petite diapo, parce que ça me faisait plaisir. On parle souvent, c'est vrai que quand on a un souci de santé et qu'on a par exemple une hypertension ou un petit peu d'embonpoint, on va voir notre médecin généraliste, tout de suite il va nous conseiller de revoir et de voir ensemble une alimentation. Donc on va voir parfois quand on tombe sur un bon médecin, une bonne consultation nutritionnelle et c'est merveilleux. Mais quid de la santé mentale ?
Quid de la santé mentale? Parce que après cette épidémie, je crois qu'on a tous besoin d'en parler, on a tous besoin de faire le point sur l'épidémie de dépression, hein, qui touche la France, mais qui touche la planète entière. Et voilà, on a 350 millions de personnes qui souffrent de dépression. C'est une maladie extrêmement récurrente. Quand on a un épisode dépressif, on a malheureusement 50% d'augmentation de risque d'en avoir un deuxième et ensuite 80% d'avoir un troisième épisode. On est dans une problématique de santé où malheureusement les traitements ne sont pas toujours efficaces, sur un épisode sur 3 en moyenne, et on a très peu de facteurs modifiables qui sont identifiés. Donc il y a 15 ans, on a commencé à chercher et à se dire, mais est-ce que l'alimentation pourrait être un facteur potentiellement modifiable et qui pourrait prévenir ou diminuer la sévérité des épisodes dépressifs. Donc on a fait beaucoup de recherches et on a réussi à montrer au niveau international, beaucoup d'équipes se sont penchées sur cette question. Et quand on fait un petit résumé de toutes ces études, on montre que, effectivement, bien quand on adhère à des bonnes recommandations alimentaires comme celles que je vous ai montrées dans la diapo d'avant, eh bien, ça permet de réduire d'1 tiers le risque de dépression. Donc réduire 1 tiers le risque de dépression, c'est encore une fois considérable. Et puis, quand on se dit, est-ce que l'alimentation est associée à la dépression? Est-ce que ce n'est pas d'autres facteurs qui expliqueraient? Ce qu'on s'est dit, c'est que si l'alimentation joue sur la dépression, on devrait voir au niveau du cerveau, quand on fait de l'imagerie, on devrait voir un impact de l'alimentation sur les structures cérébrales qui sont associées à la dépression. Et c'est exactement ce qu'on observe. Donc, ce qu'on montre là, c'est qu'en épidémiologie, on n'arrive pas à dire cette exposition est la cause d'une maladie. On est toujours en train de dire c'est associé et on essaie d'augmenter l'inférence causale. Et donc là, je pense qu'on a fait beaucoup de travail sur cette inférence causale. Et moi, mon souhait, c'est que bientôt, on puisse, de façon courante, aller chez son médecin généraliste. Et quand on a un risque de dépression, que tout de suite, on ait une consultation nutritionnelle. Pour l'instant, on en est très loin au niveau international. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, moi, j'ai très envie de militer en tant que chercheuse. Alors, je ferme ce chapitre de bien manger pour sa santé pour aborder très rapidement bien manger pour la planète. Très rapidement, parce que je crois qu'il y a eu déjà pas mal de conférences là-dessus tout au long de la journée. Mais peut-être si on devait faire une seule diaporama pour synthétiser les choses, la production alimentaire, par définition, elle induit un changement climatique, elle induit une perte de biodiversité, elle modifie bien sûr les systèmes d'utilisation des terres, parce qu'il faut nourrir 8 milliards d'hommes, elle utilise des ressources en eau, et elle a un impact important sur les flux d'azote et de phosphore qui sont qui jouent un rôle déterminant. Alors, tout cela peut amener des conséquences néfastes qu'on observe tous. On en a tous entendu parler, tout du moins. L'émission de gaz à effet de serre et notamment la production de méthane, d'oxyde nitrique et de dioxyde de carbone, qui sont donc amplifiées par les détériorations, des sols et les déforestations. On a également un épuisement des ressources en eau. Et puis, cela amène évidemment aussi des famines qu'on peut constater suite à des événements climatiques extrêmement violents, une augmentation des décès de fait d'une qualité de l'air qui est appauvrie. Et donc tout cela, on le voit bien, impacte tant la sécurité environnementale, mais également la sécurité alimentaire. Donc il y a évidemment un shift à adopter, une transition qu'il faut avoir, et il n'y aura pas d'effet. C'est-à-dire que les accords de Paris ou les accords de la COP27, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas un changement mondial dans les habitudes alimentaires. Et donc, on peut reprendre peut-être quelques leviers qui ont été suggérés par les scientifiques, à savoir déjà inviter une transition vers un healthy diet, donc alimentation saine, on peut le traduire comme ça, qui vise à diminuer les portions de façon générale dans les pays occidentaux en tout cas, bien évidemment,
Ça peut être donc diminuer les portions, diminuer les portions d'aliments qui sont issus d'origine animale pour diminuer la production de méthane. Et puis d'autres propositions qui peuvent être, on l'a entendu tout à l'heure par un intervenant, taxer des produits qui détériorent la santé, mais aussi l'environnement, réglementer la publicité, éduquer dès le plus jeune âge, et puis promouvoir le goût et la qualité grâce à nos grands chefs. Et là encore, on est en France, la gastronomie fait partie de l'identité, me semble-t-il, et on devrait être là-dessus un peu les premiers du monde à initier ce changement. Deuxième levier, eh bien, c'est réorienter les priorités agricoles, produire moins mais de meilleure qualité en respectant la biodiversité et la nature. Donc là encore, je crois qu'il y a eu une journée très riche là-dessus. Et puis, une gouvernance peut-être internationale des océans et des terres qui permettrait effectivement d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut observer et de ce qu'on peut, oui, malheureusement observer, notamment avec le dernier épisode de guerre. Voilà, je vous propose de passer sur... Oui, donc là, la dernière diapo qui montre bien l'interaction et l'interrelation entre le bien manger, le bon pour sa santé, bon pour la planète et bon pour la santé des autres hommes. Et donc... une transition pour voilà, une transition toute trouvée, parce qu'effectivement, hein, on vient bien en complément de l'ensemble des ateliers qui ont été proposés aujourd'hui. Et sur cette thématique, en tout cas, bien manger pour sa santé, pour la planète et pour tous, vous, Maxime Michaud, vous avez pu voir l'évolution au fil du temps, mais aussi une évolution dans la société, parce que bien manger, c'est aussi synonyme de distinction sociale, et je crois que vous allez nous en parler davantage avec les éléments que vous allez nous fournir. Oui, absolument. J'avais prévu quelques diapos aussi, je vais peut-être les lancer. Bon, je sais pas si... Voilà, parfait. Très bien. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long pour laisser de la place à Eric et surtout aux échanges par la suite. Donc simplement, le premier élément, c'est pour apporter une petite remarque sur nos comportements alimentaires, sur pourquoi on mange comme on mange, pourquoi on achète ce qu'on achète. Et alors souvent, la vision qui est souvent montrée, qui est celle qui avait été construite pendant longtemps par l'économie de la consommation, c'est un consommateur qui calcule en fonction des informations qu'il a. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'informations, on va calculer ce qui est le meilleur pour nous, et on va faire nos choix en fonction de cela. Donc l'informateur, on fait des choix raisonnables, finalement on raisonne en fonction de tous les éléments qu'on a, et c'est ce qui va faire qu'on va acheter tel ou tel élément ou manger tel ou tel élément. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Concrètement, nos comportements de consommation, ils sont liés non seulement à des connaissances qu'on a et à des calculs qu'on fait, mais ils sont surtout liés à un ensemble de facteurs, et de facteurs qui sont notamment sociaux. On va parler de facteurs culturels, des normes sociales, les normes que l'on veut suivre, les normes de notre groupe social, les normes que l'on observe autour de nous, de nos moyens financiers aussi. Selon les moyens qu'on a, on ne va pas faire les mêmes choix. La disponibilité, ce qu'on a de disponible autour de soi, l'offre alimentaire qu'on va avoir autour de nous, et puis surtout à des routines qui sont des habitudes. Ça, c'est ce que montre la sociologie de la consommation, c'est-à-dire que nos habitudes, elles sont beaucoup liées à des routines, à des choses qu'on va répéter et refaire de manière presque automatique, ce qui est finalement nécessaire dans nos comportements pour éviter une charge mentale trop lourde, parce que si on doit toujours repenser, se redemander ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va prendre, c'est complètement épuisant. Donc on met en place des routines qui fait qu'on va acheter un peu toujours la même chose, on va avoir des habitudes, des réflexes de consommation. Donc finalement, c'est ce qui fait nos comportements de consommation. Et c'est une des raisons, donc ça invite à relativiser la notion de consomme-acteur, parce qu'on est acteur, oui, mais dans une certaine mesure aussi, on subit un certain nombre d'influences. Et on n'est pas toujours maître de nos choix. C'est ça que je voulais dire. Alors ça explique en partie pourquoi on va avoir des différences de pratiques en fonction du milieu social, qu'on va retrouver assez fort. On retrouve ça sur de nombreux indices. J'ai mis la consommation de produits bio ici, mais on retrouve ça sur la consommation de viande, de produits transformés, de produits locaux. D'ailleurs, sur la consommation de viande, c'est un élément intéressant. On a tendance à penser, comme dans les années 40, que c'est les populations les plus aisées qui mangent plus de viande, parce que la viande est un objet de distinction. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. C'est-à-dire, plus on est pauvre, plus on mange de la viande.
Pour le dire rapidement. La viande de mauvaise qualité, bien sûr, parce que c'est pas la viande qui coûtait cher, tel que c'était le cas dans les années 30-40. Bon, ce qui invite aussi à relativiser dans ces lieux même où on est. Il y a eu des grands débats ici et puis à la ville de Lyon sur la viande à l'école. Vous savez, la viande dans les cantines, il y a eu un énorme débat. Et certains disaient ah oui, mais c'est le seul endroit où les enfants issus du milieu populaire ont de la viande. Bah en fait, non. Concrètement, c'est plutôt le seul endroit où ils pourraient manger des légumes et en plus grande quantité. Mais bon, je passe sur cet exemple qui montre à quel point il y a des représentations qui sont répandues, y compris chez des décideurs qui sont censés avoir une vision un peu plus précise de la situation. Donc voilà, la consommation de produits bio. Là, j'ai pris les derniers chiffres de l'agence bio de cette année, qui montrent effectivement que la consommation reste beaucoup plus importante, la consommation fréquente, dans les milieux les plus aisés, c'est la colonne rouge, et les milieux moins aisés, catégories socio-professionnelles, ce qu'on appelle CSP, donc CSP-, et les inactifs ont une consommation moins importante, et par contre sont plus nombreux à dire qu'ils ne consomment quasiment jamais de produits bio. Donc c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Et ça a des conséquences, et une conséquence notamment importante dont je voulais parler ici, c'est le risque de fracture sociale autour de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses recommandations qui vont se heurter à des possibilités matérielles, des possibilités en termes de maîtrise des codes, des ressources et d'accessibilité d'un certain nombre de populations. Donc on va avoir des recommandations liées tout à fait à des études, notamment une partie des études épidémiologiques qui sont très intéressantes. On va dire aux gens, mangez plus de produits frais, mangez plus de produits bio, plus de légumes. Voilà. Le problème, c'est que les gens, parfois, ne peuvent pas, tout simplement. Ils n'ont même pas la capacité de savoir comment faire. Et ça a des conséquences très négatives, ça provoque des conséquences de rejet. On va dire, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour les riches. Donc il va y avoir un décalage comme ça qui se crée entre la volonté de promouvoir une alimentation de qualité pour tous et des gens qui vont dire au contraire, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est un truc d'élite, c'est un truc de riche, c'est un truc de bobo. Et on se retrouve comme ça avec un effet inverse des recommandations qui vont éloigner les gens des pratiques au lieu de les en rapprocher. Est-ce que ça veut dire pour autant que les milieux populaires se désintéressent de l'alimentation? C'est pareil, à l'inverse, il y a une stigmatisation. On va dire les pauvres, ils mangent mal et ils s'en fichent. Je caricature volontairement, bien sûr, mais c'est un discours qu'on peut retrouver. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. On va se dire, oui, le seul choix, c'est le prix. Donc si c'est pas cher, ils prennent, peu importe. En fait, on a mené une petite étude par entretien dans le cadre d'un un peu plus gros projet qui s'appelle le projet Babette. Donc c'est une étude qui a été faite, des entretiens qui ont été faits par une stagiaire que j'ai eue qui s'appelait Emma Legendre, que j'ai co-encadré avec Michel Strait. Et donc, dans cet entretien, elle s'est rendue compte, donc c'était dans des quartiers politiques de la ville autour de Lyon, qu'il y avait plein de choses intéressantes qui ressortaient dans le rapport à l'alimentation. L'intérêt pour la fraîcheur et le fait maison, et d'ailleurs d'autres études ont montré que les milieux populaires cuisinent plus que les milieux aisés, ce qui est assez contre-intuitif. Un intérêt pour l'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire que les personnes avec qui elle a discuté disaient « Ah oui, c'est important d'essayer d'avoir l'équilibre », ou parfois, quand ils ne le faisaient pas, ils en avaient conscience. Bon, j'achète des cochonneries pour les enfants, le mot cochonnerie est revenu plusieurs fois dans les entretiens, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance, il y a des connaissances, il y a un savoir. C'est juste que la mise en pratique, parfois, n'est pas toujours la bonne. Mais il y a quand même des tentatives de rééquilibrer, je mets moins de ça, je mets plus de ça, j'évite de faire ça tous les jours. Et puis l'évitement du gaspillage, qui est très important. Alors pas forcément pour des raisons environnementales, simplement pour des raisons morales et financières, mais qui est mise en avant. Et par contre, il y a des positions plus critiques sur les produits bio, parce qu'ils disent c'est trop cher, je n'y ai pas accès, et c'est vu aussi comme quelque chose qui n'est pas pour eux. Il y a des discours dans une autre étude avant qu'on avait menée où des gens disaient moi si j'arrive dans l'immeuble avec mon sac de produits bio, les gens ils vont me dire pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu fais, c'était ridicule. Enfin, voilà. Et puis le lien alimentation-environnement n'était pas clair du tout pour les gens interrogés. C'est-à-dire qu'ils étaient tout à fait préoccupés par l'environnement, il n'y avait pas de problème, mais ils ne voyaient pas le rapport avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils disaient bah oui, il ne faut pas rejeter de choses dans la nature, je fais attention à mes déchets, je fais attention à ne pas trop prendre la voiture. Mais alors l'alimentation, ils ne voyaient pas le rapport. Donc il n'y a pas du tout de désintérêt. Ça veut dire qu'il y a des leviers qu'on peut activer. Et donc je terminerai là-dessus en disant que j'ai essayé de souligner quelques recommandations, quelque chose possible pour prendre en compte ces dimensions sociales, pour essayer justement d'aller vers une alimentation durable pour tous et qu'il ne soit pas juste un truc d'élite. Donc tout d'abord, ne pas faire peser les responsabilités que sur le consommateur.
Donc c'est ce que je disais au tout début. Nos comportements, ils sont aussi liés à ce qu'on a autour de nous, aux produits qu'on met devant nous. Si un produit est de mauvaise qualité, est-ce que c'est à moi de le savoir, de devoir regarder les labels pour choisir ce qui est de mauvaise qualité, ou est-ce que juste il devrait ne pas être dans les rayons? C'est une question qu'on peut se poser. Prendre en compte les différentes positions et contraintes sociales qu'ont les gens, c'est-à-dire ne pas demander aux gens de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, donc faire en sorte au contraire de leur donner la possibilité, co-construire les recommandations, c'est-à-dire ne pas avoir une démarche qui va du haut vers le bas, mais une démarche qui soit conjointe, en ayant des associations locales qui participent à la construction des recommandations pour qu'elles fassent sens pour tout le monde. Parce que malheureusement, ceux qui font les recommandations, c'est souvent les chercheurs, je me mets dedans, et les institutions qui souvent sont composées de gens qui sont issus de catégories sociales plutôt privilégiées. Et puis éviter le snobisme d'un côté et le paternalisme qui dit on va dire aux gens comment il faut bien faire, parce qu'on sait mieux qu'eux. Donc pareil, ça revient à la chose. Et favoriser l'accessibilité, mais ça je pense que Eric pourrait nous en parler encore plus que moi. Merci Monsieur Michaud pour ces explications qui sont très claires. On apprend vraiment plein de choses avec vous. Alors justement, Monsieur Vivier, on parlait de l'alimentation pour tous. On a beaucoup parlé aussi de l'aide alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du panorama de l'aide alimentaire, notamment depuis, on va dire, les années 80, grosso modo, les Restos du Cœur, etc. Et quel est le rôle aussi des épiceries sociales et solidaires dans, justement, le bien manger pour tous? Eh ben, écoutez, effectivement, on a fait un peu d'histoire avec Tasnine. On va continuer un petit peu. L'aide alimentaire, c'est institutionnalisé, en tout cas dans les années 80, notamment avec la loi Coluche, que tout le monde connaît, et les restos qui sont mis en place. Et à ce moment-là, on répond à un besoin qui porte essentiellement sur la grande vulnérabilité. L'idée, c'est donner à manger à quelqu'un pour pas qu'il meure de faim. Et on a tous la représentation collective du SDF qu'il s'agit de prendre en main pour pouvoir simplement lui permettre de continuer de vivre un jour de plus, etc. Et puis, c'est une époque également qui est marquée par le chômage de masse, etc., et où la précarité est quelque chose de très stigmatisant. C'est-à-dire qu'on va coller une étiquette sur quelqu'un, il est précaire, on parlait des précaires d'ailleurs. Et puis, les choses ont évolué avec le temps, ça fait maintenant quelques années que tout ça a eu lieu, et il y a une évolution, et notamment une prise en compte par les institutions de l'idée qu'il n'y a pas de la précarité, mais des formes de précarité, et qu'il s'agit d'intégrer et de favoriser des dispositifs qui vont pouvoir être plus ciblés sur les besoins réels des personnes, eu égard non pas au fait d'être étiquetés pauvres ou précaires ou que sais-je, mais bien qu'ils vont avoir, à un moment donné de leur vie, traverser une difficulté, etc. Et donc c'est bien lié à des conditions matérielles d'existence, la précarité, et on n'est pas précaire en soi. On peut l'être pour des raisons qui sont liées à sa vie. Et donc ça renvoie à beaucoup de choses que tu évoquais sur l'environnement et comment est-ce que chacun peut se positionner, quelles sont les marges de manœuvre que l'on peut avoir vis-à-vis de cet environnement. Au sens large, pas environnement au sens naturel du terme. Et donc les épiceries sociales, elles vont naître un petit peu dans cette dynamique en partant de l'idée que y a notamment des personnes qui peuvent traverser des moments difficiles dans leur vie et plutôt que d'attendre qu'elles aient fait toute la spirale de la précarité jusqu'à se retrouver au fond du trou, on peut peut-être simplement les aider à rebondir rapidement pour éviter justement de tomber dans la grande précarité. Et les épiceries, c'est donc un modèle de l'aide alimentaire complémentaire aux Restos du Cœur et aux autres structures comme les banques alimentaires qui sont là plutôt pour la grande précarité et qui vont ouvrir des magasins, donc des épiceries comme n'importe quelle autre épicerie. Les gens sont adressés par les services sociaux. Mais la grosse différence, c'est que dans une épicerie sociale, les personnes vont acheter, entre guillemets, les produits à un moindre coût, en général 30% du prix du marché. L'idée, c'est donc qu'elles vont contribuer à l'achat des denrées, et en contrepartie, ce qu'on leur offre, c'est la capacité de choisir. Et donc ça, c'est l'élément clé. Choisir pourquoi ? Choisir d'abord, c'est se redonner du pouvoir d'agir, c'est reconnaître la légitimité de la personne à opérer ses propres choix. Choisir, c'est la question de la dignité, c'est donc retrouver de l'estime de soi, et c'est donc ne plus être étiqueté, finalement précaire. Et puis, évidemment, il ne suffit pas de mettre des produits dans des rayons et de proposer aux gens de choisir pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes, ça se saurait. Choisir implique aussi d'accompagner. Et donc, ça, c'est les deux maîtres mots que je voulais développer aujourd'hui. Accompagner les gens dans leur choix alimentaire, ce n'est pas
leur imposer sous forme de paternalisme, de snobisme, donc là aussi je renvoie à tout ce que tu viens de dire, mais bien les accompagner plutôt dans une logique de pouvoir d'agir, c'est-à-dire dans une épicerie, on va retrouver notamment pour ce qui est des épiceries du réseau du GESRA, des produits qui peuvent être issus de la banque alimentaire, des produits issus donc des ramasses de la grande distribution, qui sont de plus en plus des produits de très très piètre qualité. Et puis on va retrouver aussi des produits bio, locaux, etc. Bref, on offre le choix. Et après, on va accompagner les gens dans la construction de leur choix alimentaire, à partir de leurs propres envies, de leurs propres désirs, mais aussi de leurs contraintes matérielles, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un glissement entre, historiquement, l'aide alimentaire... alors, je dis souvent l'aide alimentaire à la papa, mais je ne devrais pas le dire ici, mais l'aide alimentaire à l'ancienne, en tout cas, mais qui répond toujours à un besoin, à la grande vulnérabilité. Il y en a encore plein en France. Une aide alimentaire qui va donc glisser de l'aliment. On est vraiment centré sur l'aliment. On distribue de la cam, quoi. On ne regarde pas trop. Hein. On fait du volume. Il faut remplir des tubes digestifs. On y va. Et puis, des acteurs de l'aide alimentaire. Alors, d'abord les épiceries, mais il y a aussi de nouveaux entrants aujourd'hui. Je pense notamment au réseau VRAC. Je pense au dispositif des paniers solidaires dans le réseau Cocagne. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses qui se mettent en place comme ça, où on va centrer son intérêt non plus sur l'aliment, mais sur la personne. Et à partir du moment où on s'intéresse non plus à l'aliment, mais à la personne, on va commencer à tirer la ficelle. Et du coup, l'alimentation devient simplement un vecteur d'inclusion sociale, pour faire du travail social. Et ça va nous amener du coup à mobiliser plusieurs fonctions alimentaires. Si l'aide alimentaire d'urgence, on va dire, ou du colis alimentaire est centrée vraiment sur la fonction nourricière, manger pour vivre, sur le plan physiologique du terme, on voit que manger, ce n'est pas que ça. Et donc, dans une épicerie, à travers l'accompagnement, qui est souvent un accompagnement collectif, on fait des ateliers, etc., on va pouvoir mobiliser d'autres choses, d'autres choses S. Et notamment la question du lien social, la question du plaisir, parce que manger, ce n'est pas que se substanter. La question de forger, définir son identité, et donc l'identité qu'on va renvoyer à autrui. Et puis, manger, c'est aussi faire des choix politiques, au sens étymologique du terme, agir dans la cité. Voilà, donc on va mobiliser un ensemble de fonctions alimentaires qui sont celles qu'on mobilise tous au quotidien, quelles que soient nos conditions matérielles d'existence. Et c'est là que ça devient super intéressant, les épiceries sociales et ces nouveaux dispositifs. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à agir sur le système alimentaire en tant que tel, comme n'importe quelle autre association, ONG, fondation, institution publique. On devient donc des acteurs du système alimentaire en soi. Et on permet à des gens qui avaient été plutôt jusque-là mis de côté d'être des acteurs comme n'importe quel autre. Je m'inscris un peu en faux, mais comme n'importe quel consommateur, même si ça peut être relativisé. Voilà. Et donc on développe le pouvoir d'agir de chacun et de tous. Par ailleurs, certaines épiceries sociales, vous m'arrêtez parce que je n'ai pas du tout la notion du temps, certaines épiceries vont accueillir un double public. Elles vont accueillir un public en précarité, orienté par les services sociaux, le CCS de la mairie ou que sais-je, et puis également le tout à chacun qui va avoir son épicerie de quartier avec cette spécificité. Et donc là, on va aller jusqu'au bout du principe de mixité sociale. Et on va faire tomber, alors, autant que faire se peut définitivement, le stigmate lié à l'alimentation. Et puis, je conclurai peut-être là-dessus. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que dès lors qu'on commence à tirer la ficelle avec les gens, on va sortir du précaré de l'alimentation au sens strict pour s'intéresser aux questions de santé en particulier. Et il y a notamment une étude de l'INSEE qui s'est intéressée aux personnes qui fréquentaient l'aide alimentaire, et ce, de manière générale, hein, toutes les formes d'aide alimentaire. La crise Covid a augmenté de 50% les difficultés de santé mentale des personnes qui recourent à l'aide alimentaire. Et je trouve que ce que tu as développé tout à l'heure, ça fait totalement écho à cette statistique-là. Et nos épiceries, puisque au GESRA, notre réseau, notre fédération, se base sur les remontées de terrain pour construire des dispositifs et essayer de répondre aux besoins. Nos épiceries nous ont dit, nous, on a besoin d'avancer sur la question de la santé mentale. On sent que ça décroche, et que ça décroche sévèrement. Et donc, on est en train d'essayer de trouver notamment des partenaires financiers pour pouvoir monter des ateliers sur la promotion de la santé mentale. Il y a plein de choses qui existent, plein d'outils, et pouvoir développer ça. Donc, on voit qu'à partir de l'alimentation, on peut ouvrir plein de choses. Et ma conclusion, ce serait de dire que finalement, l'alimentation, c'est autant des enjeux sociétaux, sociaux, de santé, etc., que des leviers d'action.
Et il s'agit de trouver le bon équilibre entre tout ça pour pouvoir avoir une action systémique. Et aujourd'hui, l'intérêt du GESRA, c'est effectivement ça. Et par exemple, sur la question de la santé, on est en lien avec l'ARS et l'IREPS, qui est un organisme spécialisé dans la promotion de la santé. Et on développe aujourd'hui un programme de formation des salariés et des bénévoles des épiceries pour pouvoir justement accueillir les bénévoles, pour pouvoir animer des groupes, pour pouvoir faire de la promotion de la santé. L'équipe du GESRA, on est 6, il y a 3 diètes. Alors elles ne sont pas diètes dans leur métier de tous les jours, mais elles ont des formations de diète. À la BA, à la Banque Alimentaire, pardon, il y a aussi des nutritionnistes qui sont amenés à intervenir. Donc vous voyez, ce glissement, il est opéré. Il y a une mue qui s'opère dans le champ de l'aide alimentaire, mais qui ne fait que montrer la mue qui s'opère dans la société de manière générale vis-à-vis de l'alimentation. Voilà, donc c'était pour dire que ce lien n'est effectivement pas simplement un lien de question de précarité, mais bien un enjeu global pour tous et qui transcende un peu tous les clivages et les cases dans lesquelles chacun essaye parfois de nous mettre à tort. Très bien, merci pour vos 3 interventions qui finalement sont très complémentaires et puis qui ouvrent aussi des perspectives, puisque des perspectives sur en tout cas la connaissance de l'alimentation pour avoir le pouvoir d'agir, la connaissance aussi pour lutter contre les stigmates, modifier les représentations politiques, vous en avez parlé un petit peu également, et puis enfin l'alimentation qui agit sur le mental, hein, puisque quelqu'un qui se nourrit correctement et quelqu'un qui en tout cas est en meilleure santé mentale, comme vous avez pu nous l'expliquer. Merci en tout cas pour ces interventions très très pointues et complémentaires, j'espère passionnantes pour le public. Alors je vous propose que l'on puisse ouvrir un temps d'échange, questions, débats avec la salle, surtout qu'en plus je vois des gens dans la salle qui sont là depuis les premières conférences ce matin que j'ai animées juste au-dessus et qui n'ont pas manqué une seule miette, je vous vois là-bas tous les deux, de ces conférences, et justement ça offre ces journées un large panorama, en tout cas de l'alimentation durable, de l'alimentation pour tous, du bien manger, etc. En tout cas, c'est l'objectif de ces journées. La parole est à vous dans le public. Est-ce que vous avez des questions? Si questions il y a, vous levez la main, vous criez bien fort et vous utilisez les micros qui sont placés juste devant vous. C'est toujours la première, la plus compliquée. Première question. Non ? La dernière, oui, effectivement. Le public a été assidu jusqu'ici. Mais... Ah, une question de madame là-bas. Appuyez sur le micro pour voir devant vous. Oui. Est-ce que ça va marcher? Non. Ça ne marche pas. Bougez pas, quelqu'un arrive à votre secours. Merci. Oui, je voulais m'adresser à monsieur là, concernant l'aide alimentaire. Monsieur Vivier, donc. Les étudiants sont vraiment en grande précarité psychologique et alimentaire, mais j'ai cru comprendre que vos épiceries étaient vraiment d'un accès restreint à un petit nombre de publics. Je pense que c'est les boursiers, enfin c'est une catégorie. Est-ce que c'est ouvert à tous les étudiants, en gros, ou pas? Parce que j'avais cru comprendre que c'était pas le cas et que du coup, certains ont besoin, ils sont un peu à la limite des seuils. C'est toujours ces histoires de seuil. Et pourtant, ils sont vraiment en difficulté et en détresse. Donc, je voudrais savoir s'il y a des solutions pour eux aussi. Vous en prenez plusieurs ou non? Je réponds direct. Ça permet aux autres de préparer leurs questions. Parfait. Alors, pour vous répondre, 2 éléments. La première, il y a des épiceries sociales, ou en tout cas des dispositifs qui prennent la forme d'épiceries sociales à destination spécifique des étudiants, qui sont portés notamment par les Agorae à la Doua et à Bron, et puis tout récemment une épicerie sociale qui a également ouvert à Lyon 3. Donc c'est des dispositifs qui sont en général en proximité des grandes universités et qui ont du coup des critères d'accès adaptés. Et un élément qui est important, c'est que, en tout cas, moi, en tant que tête de réseau régional, il y a un principe de non-ingérence. Donc, on ne va pas imposer des critères d'accès à nos épiceries adhérentes. Chacune est libre de déterminer ses propres modalités d'accès, en général plutôt à bon escient, puisque ça leur permet de s'adapter au public. Donc, pour vous répondre, non, il ne suffit pas d'être boursier. Et il y a un travail d'analyse des dossiers qui est fait et qui va se fonder sur le calcul du reste à vivre. L'idée, c'est qu'on va enlever toutes les charges fixes
soit du foyer, soit en l'occurrence du jeune, plus ou moins jeune. Et on va regarder ce qui reste à la fin du mois. C'est souvent ce que vous entendez dans l'étude, notamment du Secours 4 tous les ans, qui indique que, par exemple, les personnes en précarité, il leur reste 3 € par semaine pour vivre, pour se nourrir, faire des dépenses de loisirs, etc. Donc voilà, l'idée, on regarde toutes les charges fixes, on regarde ce qui reste à la fin, et en fonction, et du coup, le jeune ou la jeune va avoir accès ou pas à l'épicerie. Donc, il y a quand même des dispositifs, me semble-t-il, qui sont ciblés, adaptés. Et puis, il y a également le réseau VRAC, vers un réseau d'achat en commun, qui est un système de groupement d'achat, qui a lancé VRAC U également pour pouvoir proposer des produits à prix tout à fait réduit auprès d'étudiants. Le problème, il n'est pas tant les critères d'accès que les capacités d'accès à ces dispositifs. Autrement dit, il y a malheureusement beaucoup plus d'étudiants en précarité que nous ne sommes, nous, structures caritatives ou associatives, en capacité d'accueillir. C'est clair et net. On est débordé, on ne peut pas tout gérer, et donc nécessairement, les critères vont aussi être le reflet de cette rareté. Les dons alimentaires, par exemple, c'est hyper rare. Il y en a de moins en moins. Le réseau GESRA, l'an dernier, c'est moins 20% de dons. Et en plus, ces dons, ils sont de plus en plus mauvais, du fait notamment des politiques nationales anti-gaspi. Je pense à la loi Egalim 2 qui fait qu'aujourd'hui il y a du stickage dans les supermarchés, les moins 30 que vous trouvez dans certains produits, et ce qui fait que nous, ce qu'on ramasse, c'est vraiment les fonds de cuve, quoi. Et je reste vraiment poli, j'essaye en tout cas. Voilà, donc tout ça pour dire que on gère vraiment avec les moyens qu'on a, et ils sont malheureusement clairement en deçà des besoins, ce qui peut aussi expliquer cette frustration que je ressens à la fois un peu dans votre question. Et elle est légitime, hein, malheureusement. Merci, Monsieur Vivier, pour ces précisions sur l'épicerie sociale et les critères, en tout cas, pour pouvoir prétendre à cette épicerie sociale et solidaire. Y a-t-il d'autres questions dans la salle, dans l'Assemblée, devant ou même au dos? D'autres personnes qui souhaiteraient peut-être revenir sur les thématiques, à la fois les critères de distinction sociale avec M. Michaud ou même avec Mme Akbarali sur le rôle de l'alimentation et de l'épidémiologie, comme on dit. Ou sinon, c'est qu'ils ont été très clairs. Ce qui est... Ah, non. Voilà, oui. Donc, vous n'avez pas été suffisamment clair. Bonjour à tous, je suis Esmaël, merci pour la conférence. J'avais une question pour Tasnim. En fait, j'ai entendu le point sur... on voit l'aliment de plus en plus comme un aliment et pas comme une somme de nutriments. Et pas comme... on parle de moins en... Enfin, c'est toujours justement très présent, mais on se rend compte qu'il y a une vraie importance de parler d'un aliment, ne serait-ce que pour que les gens comprennent, pour qu'on comprenne tous, et pas d'un nutriment. Et en fait, ma question, elle est un peu ouverte, et avec ces nouveaux résultats, pourquoi est-ce qu'on continue d'étudier le nutriment tel qu'il est isolé, de continuer à parler de lipides, de sucre, de gras, alors qu'en fait, comme vous l'aviez très bien dit, on mange des aliments et on ne mange pas des nutriments. Et on complémente, bon, j'imagine bien que pour des cas particuliers, c'est OK, c'est tout à fait compréhensible, mais de manière générale, sans problématique particulière, pourquoi est-ce qu'on continue de parler de nutriments alors qu'on mange des aliments? Oui, alors je vais vous répondre. En fait, c'est vrai que même, je dirais que depuis 30 ans, on essaie même de penser, même plus aliments, mais plutôt alimentation. C'est-à-dire vraiment, pas juste quel aliment vous mangez, mais même quelle alimentation, vers quel type d'aliment vous allez et quelle alimentation en moyenne vous consommez. Il ne s'agit pas de dire, vous avez consommé 3 gâteaux aujourd'hui, ça va passer. En moyenne, dans la semaine, on essaie de faire un bilan pour voir, parce qu'une alimentation équilibrée, ce n'est pas à l'heure. Ça peut être une alimentation très équilibrée sur la semaine. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de mesurer, ne serait-ce que, pour répondre à une question simple, est-ce que l'alimentation a un poids sur telle pathologie ou pas? Et ensuite, en fait, c'est toujours des allers-retours, si vous voulez. Une fois qu'on a pu montrer, par exemple, l'impact de l'alimentation dans son entier sur telle pathologie, je vais vous donner un exemple qui est l'asthme, maladie cardio-respiratoire chez les enfants.
Voilà, beaucoup d'études ont montré qu'effectivement, plus on adhère à une alimentation type western, c'est-à-dire de type, si on traduit, de type occidental, avec beaucoup d'aliments ultra transformés, beaucoup de viande transformée, beaucoup de charcuterie, etc., eh bien, on a une augmentation substantielle du risque d'asthme chez les enfants. Bon, c'est observé. Puis ensuite, on a envie d'aller un peu plus loin, de se dire, bon, mais c'est quoi dans l'alimentation ? Est-ce que c'est le tout ? Est-ce que c'est une contribution égale de chaque aliment nocif ? Ou est-ce qu'il y en a un qui semble être le plus driver, j'ai envie de dire, alors qu'en français, qui a le plus fort pouvoir médiateur de la relation alimentation et pathologie. Et par exemple, sur le cas de l'asthme, il y a maintenant beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, l'aliment le plus nocif et qui explique essentiellement la relation qu'on peut observer entre mauvaise alimentation et asthme, c'est les charcuteries. Et pourtant, on est toujours avec une distribution de charcuterie dans les services hospitaliers, même ceux qui, qui sont spécialisés dans les maladies cardio-respiratoires. Voilà, donc on en est là. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a toujours des allers-retours. Il y a des indices, il y a des recommandations alimentaires. L'idée, c'est pas effectivement d'arriver avec notre tablette d'indices alimentaires et de faire... Voilà. Mais l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, il faut aussi s'adresser aux institutions, aux collectivités locales, bien sûr, mais pas seulement. Ça suffit. Enfin, voilà, il y a les cantines, bien sûr, mais il y a également les hôpitaux, il y a également, vous parlez de l'aide alimentaire, bon, on a quand même 10% de notre population, de nos concitoyens, c'est pas les 1% à la marge, on est à 10% de personnes, de nos concitoyens qui sont en précarité alimentaire. Et là encore, quand on voit et qu'on s'intéresse un peu à la qualité alimentaire de ce qui est donné, c'est une quantité d'aliments ultra transformés incroyable. Bon, il faut le savoir, quand on diminue de 10% le nombre d'aliments ultra transformés dans notre alimentation, on diminue de 10% notre risque de cancer du sein. Ne serait-ce que ces messages-là, c'est important. Donc là encore, c'est tout un travail, mais de militants aussi, de se dire qu'on doit sortir de nos laboratoires, aller peut-être à la sortie des supermarchés et expliquer qu'avec 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre, j'arrive à faire des cookies pour la semaine. Et finalement, quand on regarde dans le porte-monnaie, ça coûte moins cher. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait dans une étude clinique en Australie sur des cohortes de patients qui étaient atteints de dépression majeure. Ils sont souvent dans des grandes précarités, ces personnes, parce qu'elles sont isolées, elles n'ont plus de travail, elles n'ont plus beaucoup d'amis, plus beaucoup de famille. Et c'est des personnes qui sont aussi souvent à la rue, parfois. Et on a montré que nous, on les a mis dans un bras avec une alimentation qui suit complètement les recommandations. Et donc, on a fait des menus et des recettes très simples, parce que c'est souvent des personnes qui n'arrivent plus à cuisiner. Et voilà, eux, ils mangeaient pour 1,80 $ en moyenne australien, 1,80 $ leur repas. Nous, on leur propose un repas à 1,32 $ qui suivent les recommandations alimentaires. Donc, et qui marche. Donc voilà, on en est là. Et je crois que maintenant, il faut aussi pousser les portes du citoyen, mais pas que du citoyen. Il y a plusieurs échelons, plusieurs niveaux. Donc voilà, pourquoi on continue de parler des nutriments, peut-être pour répondre aussi à votre question, c'est qu'à un moment donné, quand on a montré que l'alimentation était importante, pour ne pas rester dans de l'empirisme, mais pour aller vraiment dans du stochastique, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les voies biologiques. Et quand on comprend les voies biologiques, on va forcément aller sur... Mais est-ce que c'est les oméga 3 ? Mais pourquoi les oméga 3 ? Ah mais oui, c'est parce que c'est l'inflammation. Pourquoi les fruits et légumes ? Ah oui, mais c'est parce qu'il y a des antioxydants. Les antioxydants, c'est telle voie biologique. Donc ce qu'on observe, ça a un sens. C'est toujours à un moment donné dans la recherche, il y a toujours des allers-retours entre ce qu'on observe et puis la plausibilité biologique. Et quand on parle de biologie, on parle forcément de mécanismes biochimiques et donc de nutriments. C'est pour ça qu'on fait ces allers-retours en permanence. Et ils sont importants. Merci pour cette réponse. Simplement en complément, tout à l'heure nous avions une conférence avec le docteur Cellier qui expliquait qu'une alimentation saine et équilibrée permettrait de réduire de 9/10 les maladies sur Terre. Donc le diabète, l'artériel, etc., la santé mentale, la dépression, voilà. Et donc rien que ça, déjà, c'est un impact majeur que les sociétés doivent aussi prendre en considération et les politiques au sens large. S'il y a une dernière question, nous la prenons maintenant.
Ah, nous avons une question juste derrière. Notre micro va arriver jusqu'à vous. Ça sera la dernière question, madame, puisque nous avons même dépassé de quelque peu le timing, mais nous vous écoutons attentivement. C'était à partir de ce que vous avez dit sur les personnes qui ont eu plus de problèmes psychiques et de santé mentale pendant le confinement. En fait, ça m'a fait repenser quelque chose, que pendant le confinement, j'ai eu besoin de faire des cakes du partage et d'emporter des petits morceaux à mes amis au bas de leur immeuble et de le donner délicatement, surtout quand on ne savait pas encore qu'est-ce que c'était que cette nouvelle maladie. Et je me dis, je suis très intéressée par tout ce qu'on a dit, et puis sur le côté social, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons dans l'alimentation, sur notre façon de vivre très individualiste, chacun chez nous, et qui entraîne de l'isolement et de la solitude. Et quand on est tout seul, eh ben, on mange moins bien en qualité et en quantité, que quand on est avec d'autres. Et ça, ce qu'on vient de se dire me fait prendre conscience de notre responsabilité de citoyen pour, là où on est, faire de la convivialité. Parce que je trouve que quand on se réunit dans la convivialité, on s'échange des recettes, des bonnes recettes, et puis, des bonnes recettes au sens où vous l'avez dit, madame, avec des bons nutriments et tout ça. Et il y a une espèce d'entraînement, et à cause de la convivialité, on peut aussi arriver à mieux manger, à se réinsérer, aussi par l'alimentation. Très bien. Alors, c'était plus un message qu'une question, un message de dire ouvrons nos immeubles à une alimentation, une grande cantine collective dans l'immeuble, par exemple, où chacun cuisine pour plus là où de je monde. suis, je fais ce que je peux, mais j'ai pas de réponse comme ça. Mais je me dis, c'est un fil à tirer aussi. J'avais envie de tirer ce fil à partir de ce que vous avez dit sur les épiceries sociales et solidaires. Vous avez raison, madame, l'alimentation, c'est pas une somme de nutriments et d'aliments, c'est de la convivialité, il y a le goût, il y a plein d'émotions, en fait. Et ces émotions-là, bien sûr qu'il faut les cultiver. Je crois que c'est la meilleure alimentation possible, ça. Si je peux juste rajouter, donc c'est mon autre sujet de recherche, ce qu'on appelle la commensalité, le fait de manger ensemble et les impacts que ça a. On n'a pas le temps ici de développer, mais il y a plein de choses intéressantes. Mais justement, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que pour la prochaine édition, je ferai en sorte, je garde l'idée qu'il y ait toute une session sur cette question du partage et des relations autour du repas. C'est le plaisir d'agir, en fait. S'engager, ça veut dire quoi? Être bénévole ou être bénéficiaire? Parce que du coup, il y a une dimension contractuelle. Dans une épicerie, on signe un contrat, on s'engage pour 6 mois, etc. C'est cette notion de plaisir d'agir. Et il y a maintenant, finalement, dans la société, peu d'espace où on a cette capacité de pouvoir agir et s'engager, et que ça procure un plaisir personnel. C'est un peu ça, l'idée, le côté individuel que vous renvoyez. Voilà. Et du coup, finalement, c'est vous qui avez fait la plus belle conclusion qu'on pouvait imaginer. Merci. Très bien. Et puis on prend vos coordonnées du coup pour l'étude de Monsieur Michaud. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remercier nos intervenants, Tasnim Akbar Ali, Maxime Michaud, Éric Vivier. Bravo à vous pour ces interventions. Et puis, bien évidemment, on vous suit de près dans vos actualités pour en apprendre davantage. Merci au public. Atelier, exposition, animation, show culinaire, rendez-vous le samedi 19 novembre à l'hôtel de la Métropole à Lyon-Part-Dieu pour la 2e édition de l'événement Good. Info et inscription sur good-l'événement.fr. Good veut dire bien.